Il, Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette rencontre avec l'auteur de science-fiction français lyonnais, Olivier Paquet. Bonjour à tous et toutes. Olivier Paquet est un auteur multiprimé dès ses débuts, puisqu'il a obtenu le Grand Prix de l'imaginaire de la meilleure nouvelle francophone en 2002 pour sa nouvelle Synesthésie. Le Grand Prix de l'imaginaire, c'est un prix littéraire pour les genres de la science-fiction et de la fantasy. Le prix Julia Verlanger en 2014 pour sa trilogie spatiale du Melkin, qui a fait l'objet d'une réédition en intégrale en 2020. Et tout récemment, le Grand Prix de l'imaginaire du meilleur roman francophone, cette année, pour Lost Céleste, qui renoue avec les étoiles, la veine spatiale, dans un mélange de fantaisie historique et de science-fiction. Mais si Olivier Paquet vient aujourd'hui au Digital Dreams Festival, c'est en particulier pour parler de l'IA, puisque c'est l'auteur de référence de l'IA. Alors, il s'y est intéressé depuis ses débuts, depuis sa première nouvelle qui s'intitule « La première œuvre » et qui met en scène une IA artiste dont on va parler tout à l'heure. Il a poursuivi cette veine avec l'IA qui écrivait des romans d'amour, qui se trouve en ligne, en libre accès, ainsi que La Reine d'Ambre dans un collectif qui s'intitule Rêver 2074, qui est un collectif du comité Colbert, à savoir un consortium des entreprises du luxe français qui ont invité des auteurs de science-fiction, voilà, 6 auteurs français, à réfléchir, à imaginer le luxe dans le monde futur. Et Olivier Paquet a écrit cette nouvelle, La Reine d'Ambre, sur un bijou IA. Mais il faut aussi et surtout parler de ces romans qui traitent directement de l'IA, Les Machines Fantômes, paru en 2019. Alors, Les Machines Fantômes, ce sont les IA. Composite, paru en 2022, et à venir, apparaître l'année prochaine, ce qui va former une trilogie, oui. Plainte des Immortels. Alors, nous allons faire un parcours de la première œuvre, de cette première nouvelle mettant en scène un personnage d'IA artiste, jusqu'à l'écriture actuelle du futur roman Plainte des Immortels, en voyant en quoi les pratiques littéraires d'Olivier Paquet ont évolué avec la technologie, puisque, entre-temps, entre Les Machines Fantômes et Composite et Plainte des Immortels, sont survenus les logiciels de génération de texte, les Large Language Models. Alors commençons avec la première œuvre, cette nouvelle parue dans une revue de science-fiction, Galaxy, qui présente ce jeune auteur inconnu en disant un écrivain aimé. Ils ont eu du nez. Oui, oui. Voilà. Et il s'agit donc, pour présenter l'histoire en quelques mots, il s'agit d'un peintre artificiel robotique, une IA au corps robotique, qui s'appelle Gerner, Mathias Gerner, qui a beaucoup de succès, qui a même inventé un bleu Gerner, une petite allusion au bleu Klein, et qui est mis au défi par une galeriste et un peintre, un humain, un vieux maître, qui s'appelle Van Fanel, de réaliser une œuvre vraiment originale, une œuvre qui reflète sa personnalité. Et alors là, il est dans une sorte de trouble esthétique, et il se surpasse et en même temps se détruit pour réaliser cette première et dernière œuvre personnelle, qui soit plus d'imitation à la manière d'eux. En fait, on pourrait penser, à propos de cette nouvelle, à différents héritages. D'une part, le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, qui met en scène un peintre en quête d'idéal et qui finit par se suicider pour réaliser l'œuvre parfaite. Et on pense aussi à Asimov, l'homme bicentenaire, un
robot qui devient artiste et qui veut devenir humain au point de chercher à mourir, au point de souhaiter sa propre mort. Donc vous vous situez un peu à la frontière entre littérature classique blanche et littérature de genre. Oui, tout à fait. Et en plus, moi j'avais été marqué. J'ai fait mes études à Grenoble, et à Grenoble, il y a un musée. Donc le musée de Grenoble est très spécialisé en art moderne et contemporain. Donc j'y suis souvent allé. Donc j'avais en fait ce goût pour l'art moderne et contemporain qui est une sorte de changement. C'est-à-dire que par rapport à l'art classique, où c'est le sujet qui est important, dans l'art moderne et contemporain, c'est comment on fait. Donc ça change déjà la manière de s'intéresser à ce qu'est l'art. L'art n'est plus quel est le sujet, mais comment la manière d'être, de faire. Et puis aussi comme autre élément qui m'a marqué, c'était le film La Belle Noiseuse, qui était aussi sur la création. Donc sa question de création était importante. Et un dernier point. Quand j'ai écrit ça dans les années 2000, c'était enfin 98-2000, c'était au moment où apparaissait Photoshop, donc la possibilité de traiter numériquement les images, de faire de la création avec des outils numériques. Et il y avait toute une discussion, mais en fait, s'il n'y a pas la main, s'il n'y a pas le pinceau, ce n'est pas de l'art. Donc déjà à l'époque, ce texte, c'était aussi de se poser la question, mais s'il n'y a pas la main humaine, est-ce qu'il y a encore de l'art? Donc la question du corps et de la création, donc c'était déjà des questions, on l'a oublié en fait depuis, parce que c'est quelque chose qui était très spécifique au monde, par exemple, de l'illustration, ou ce genre de choses. Donc on a oublié ça en fait. Mais dès cette époque, la question du numérique dans l'art, c'était déjà essentiel. Donc maintenant, avec l'IA, Midjourney, etc., on a monté de niveau. Mais les questions qui étaient à l'époque, c'était déjà, s'il n'y avait pas la main de l'humain, c'était pas de l'art. C'était pas digne de l'art parce que c'était trop facile. Donc cet aspect de c'est trop facile, il n'y a pas de conscience, etc. Mais il y a un truc que je trouve assez amusant, que j'avais vu, c'était un texte de Jules Janin qui se moquait que en 1850, on a la création, apparaît les plumes de fer, les plumes sergent-major. Et donc il fait tout un texte en disant, oui, mais avec la plume sergent-major, avec cet aspect métallique, ça va être trop facile d'écrire. C'est pas comme avec la plume d'oie où il faut refaire la plume, c'est plus lent. Donc du coup, on va écrire trop vite, sans réfléchir, et ça va être la catastrophe. C'est la fin de l'art, la fin de la civilisation. Et donc 1850. Donc vous voyez, le fait de se dire si un objet technique apparaît dans l'art, ça détruit l'art, c'est quelque chose de très très ancien. Donc ça permettait le texte de traiter ce genre de choses. Alors votre personnage, Matthias Gerner, parvient à dépasser en quelque sorte cette dichotomie en ce qui serait le vrai art au sens classique, avec un auteur, un génie, une originalité, une facture justement de la main manuelle. Et cet art algorithmique qui l'amène à créer sur commande. Alors, c'est ainsi qu'il va réaliser sa première et dernière œuvre, ce tableau posthume, étrange et assez extraordinaire dans la description, l'extracis que vous en faites. Est-ce que vous voulez lire? Oui. Van Fanel regarda la galeriste, un peu étonné, puis se tourna vers le panneau de bois accroché au mur. Le titre, inscrit en noir, ne laissait planer aucune ambiguïté. Autoportrait. Mais le résultat était surprenant. Des morceaux de l'enveloppe métallique, déchiquetés par l'explosion, étaient fichés dans le bois. Un fragment de l'ossature de l'épaule formait un éperon noir en plein centre. Des amas de câbles et de fils s'accrochaient sur le bois ou s'emmêlaient autour d'une tige ou d'un axe. Des nappes plastiques toujours reliés à des fragments de circuits électroniques pendés dans le vide. Le bois était meurtri, rainuré. Dans le haut du tableau, on voyait l'empreinte du masque de métal qui avait constitué le visage du peintre Matthias Gerner. L'empreinte était nette, creusant profondément le bois. Chaque segment du masque était visible, chaque muscle artificiel était reproduit de manière parfaite. Le métal avait disparu, remplacé uniquement par sa trace sur le bois. Van Fanel s'approcha du tableau, recula, fit quelques pas de côté, cherchant l'angle plus approprié. Puis il se retourna vers lui, totalement bouleversé par ce qu'il voyait. C'est incroyable, on dirait qu'il sourit.
Alors, on a l'impression que c'est à la fois finalement un triomphe de cette IA qui a réussi à répondre aux défis et donc à répondre à la commande aussi. Finalement, elle a accompli sa mission tout en créant véritablement un chef-d'œuvre qui impressionne le vieux maître. Donc là, il y a une sorte de dépassement finalement. Et en même temps, une référence à l'art dans sa globalité, parce que le sourire, c'est une Joconde. Oui, tout à fait. Donc il y a ce fait d'inscrire, parce qu'une œuvre s'inscrit toujours dans une histoire, donc même ça, mais il y a aussi autre chose, c'est que le sourire, c'est-à-dire que si on voit le sourire de la Joconde, en fait, on voit le sourire d'une humaine. Donc ça nous semble, même si le sourire est un peu particulier, ça nous semble normal. Mais la question que j'avais en tête, c'est quel est un art qui soit produit pour les machines et qui fasse sens pour une machine. De la même manière que quand on fait une œuvre, un tableau, ça n'a pas de sens pour un chat ou un chien. Donc je voulais trouver quelque chose qui fasse sens pour une machine. Et le sourire, c'est un choc. C'est-à-dire, une machine, regardez ça, ça lui ferait un choc, puisque pour elle, le sourire n'a pas de sens. Donc c'est une œuvre qui a de sens encore plus pour une machine que pour un humain. Donc c'était ce décalage-là qui m'intéresse. Mais en même temps, c'est un peu ambigu puisque la machine elle se surpasse, mais en se détruisant. Mais d'une certaine manière, la question de sa mortalité est moins problématique. Enfin, je dirais, c'est pas la même problématique que pour un humain, puisque elle peut durer éternellement. Donc le fait de choisir de s'arrêter, il n'y a pas cet aspect, puisqu'il y a dans le texte une réflexion sur le fait de l'artiste qui, vieillissant, perd ses moyens, alors que dans le même temps, intellectuellement, il peut avoir plus de capacités, mais en même temps, c'est le cas de tas d'artistes qui ont de la polyarthrite, pour des peintres, etc. Donc leur corps les lâche d'une certaine manière. Ou le fait d'avoir les yeux, devenir aveugle, ça arrive souvent à des artistes. Donc le corps les lâche, tandis qu'une IA n'a pas ce problème-là. Donc le fait de mourir est une vraie décision, alors que pour un humain, c'est plus compliqué. Ouais, tout à fait. Et alors, les réactions des humains à cette dernière œuvre sont assez clivées aussi. La secrétaire qui a l'habitude de titrer les œuvres et de décontenancer, elle rejette ce dernier tableau. Tandis que Van Fanel, lui, est finalement ému. Donc, il évolue finalement. Est-ce qu'on pourrait considérer que l'art, c'est savoir évoluer ? C'est d'une part, c'est que le problème des ruptures dans l'art, c'est qu'on est toujours dépendant de ce que l'on connaît. C'est-à-dire que quand l'impressionnisme est arrivé, actuellement, les tableaux impressionnistes sont considérés, si on fait des sondages, comme étant les plus beaux de l'art occidental. Enfin, c'est à peu près, si on demande un sondage comme ça, tout le monde va dire « Ah, Manet, etc., c'est formidable ». Mais à leur époque, c'était considéré, c'est pas de la peinture, c'est parce qu'on était dans cet art académique qui existait. Et donc, il faut apprendre à regarder de manière nouvelle les œuvres. C'est un apprentissage. Donc c'est pour ça que pour Van Fanel, qui est dans une réflexion, c'est plus facile, mais en plus la secrétaire, il faut savoir un petit détail quand même. Donc le texte, je rappelle qu'il est écrit en 98-99, et donc quand il y avait une commande, la secrétaire, à chaque fois, elle dit 2-3 mots. Et en fait, je me suis aperçu maintenant en 2025 qu'en fait j'avais inventé le prompt. C'est-à-dire que cette humaine crée 3 mots et c'est à partir de ces mots qui faisaient... donc il y avait un truc, donc elle avait ce lien. Et donc je pense aussi qu'elle s'aperçoit, sa réaction de rejet, c'est aussi qu'elle la conviction de son inutilité. Puisque finalement, elle avait cet aspect d'être finalement la muse à travers ce petit geste. Et là, elle se trouve qu'il y a une œuvre qui dépasse tout ce qu'il a fait grâce à elle, mais sans elle. Donc il y a aussi cet aspect-là. Alors, cette première nouvelle est centrée sur un personnage, un individu, certes artificiel, mais quand même assez anthropomorphique. Il a un nom, une histoire, un destin, une œuvre. Dans Les machines fantômes, tout change. Cette fois, on a des centaines d'IA qui interagissent et qui interviennent aussi sur un mode choral, on pourrait dire, au plan narratif. Et la construction du roman leur donne la parole par moment, autant qu'elles représentent leurs actions, leurs interactions avec les humains. Donc on a des chapitres où elles interagissent avec les humains et des chapitres où elles sont toutes seules, en somme. Elles interagissent entre elles, ce qui s'intitule les modalisations. Donc, qu'est-ce qui change pour vous dans ce laps de temps? Oui, c'est-à-dire que
entre-temps, donc j'ai écrit une nouvelle qui était l'analyse qui s'appelait l'IA qui écrivait des romans d'amour. Donc 2011, je me suis dit, si une IA prend tous les romans harlequins qui sont des romans assez stéréotypés, bah, elle peut produire des œuvres à partir de ça. Bon, bah maintenant en 2025, on sait que c'est possible tout ça, donc c'est voilà. C'est en 2011. Le premier embryon de LLM date de 2010, donc vous voyez que j'étais super loin. Et donc c'était une IA expérimentale qui écrivait des romans, enfin, un récit de type romance. Je voulais qu'on soit ému de sa situation parce que au bout d'un moment, bah, en fait, le labo qui l'utilisait trouvait que ses résultats n'étaient pas bons pour ce à quoi elle était entraînée et donc l'a débranché. Et donc je voulais rendre de l'émotion. Mais elle s'exprimait, elle parlait, elle discutait avec des chercheurs. Je me suis posé la question qu'en fait, créer de l'émotion en faisant parler une IA dans un texte, je trouvais que c'était trop facile en fait. Parce que justement, j'utilise le langage qu'on utilise entre nous, humains. Et donc, c'est facile en tant qu'écrivain de savoir les mots qui vont faire que vous allez être ému si une machine s'exprime avec des mots humains. C'est tout l'enjeu de l'anthropomorphisme. Vous allez vous projeter. Et moi, je voulais justement qu'on soit vraiment ému par une machine. Donc, pour que ce soit le cas, il fallait que je lui enlève le langage. Et donc, d'ailleurs, c'est dans le cas de la Reine d'Ambre que j'ai décidé de ça. Donc, je lui ai enlevé le langage de discussion. Donc elle n'interagit plus avec les humains en parlant comme je suis en train de le faire avec vous. Et donc ça crée autre chose. Donc c'est uniquement son action dans le monde. Et donc les humains interprètent les volontés des machines. Et j'insiste, d'ailleurs j'utilise plus souvent le terme machine que le terme intelligence artificielle pour justement détacher de l'aspect intelligence, on dit que c'est humain. Tandis que machine, on rejette ça. Enfin, je veux dire, on voit c'est une machine comme, je sais pas, comme un robot mixeur, ce genre de choses. Donc, en augmentant la distance, eh ben, ces actions, ça crée un trouble. Donc, c'est beaucoup plus, je trouve, ça me semble beaucoup plus intéressant de créer ce trouble à partir d'actions qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas un langage qui va justement tout expliquer. Alors, cette différence des IA avec l'humain apparaît bien dans un extrait du premier chapitre qui met en scène un trader qui va s'aider de centaines d'IA pour essayer d'obtenir, enfin de spéculer. Et juste pour interrompre, il faut savoir que donc j'ai fait un personnage de trader parce que dans le monde du trading, on utilise ce qu'on appelle la haute fréquence, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui agissent sur les marchés financiers. Et ce sont des algorithmes, en gros, on va dire des IA, pour faire simple, qui se chassent entre elles. Donc actuellement, dans les systèmes boursiers, les humains n'interviennent quasiment plus. Ce ne sont plus que des machines, à tel point qu'il y a eu les cas où on a le cours du pétrole qui a chuté, et donc on a interprété l'OPEP, etc. Et on a découvert après, en fait, c'était un bug d'IA. Donc déjà, c'est-à-dire les marchés financiers, ce sont les machines qui le maîtrisent en quasi-totalité. Donc c'était aussi ça, mettre ça en scène. Alors, cette différence apparaît aussi dans votre style, puisque alors, cette fois, vous ne donnez pas la parole aux IA dans leurs interactions avec les humains, comme vous venez de l'expliquer, mais vous les décrivez sur un mode très poétique, très métaphorique, très animal, et avec des images qui sont éloignées de l'humain. Dans cet extrait que je vous propose de lire, peut-être que vous pourriez venir ici pour que le public... Oh bah je le lis. Oui, pardon. Oui, d'accord. Voilà. Qui me contre avec une telle puissance? Une intuition me glace tout à coup. J'active le mode de réalité augmentée de mon application et me tourne vers les avatars d'IA censés m'accompagner. Près de moi, j'aperçois la petite forme tentaculaire de l'idéo, une sorte de pieuvre rosâtre qui déploie ses appendices contre ma station et se recroqueville sur la moquette. STVS se déhanche sur ses fines pattes d'araignée. Un fil de soie tombe de son ventre et se disperse sur le sol en autant de brins que d'agents actifs sur le réseau. Je repère une ou deux autres IA de taille réduite qui se déplacent comme des amibes en projetant leurs pseudopodes autour d'elles à chaque fois qu'elles établissent une connexion. Hormis cela, le fond de la pièce est constitué d'abdomens obèses, purulents et d'appendices suintants. Cette masse a fusionné plusieurs machines. J'y reconnais le bleu électrique de Param, le vert amande de MOL 68X, le corps caverneux du Mirai 7,
les effusions de lave de Fulma. Nageant entre ce tableau et moi, comme en suspension, une méduse métallique gonfle et se dégonfle devant mes lunettes. Je n'ai pas besoin de vérifier que je n'avais pas fait appel à X-Saga pour cette opération. Merci beaucoup. Donc il y a toute une corporalité ici. C'est-à-dire que comme ce sont des machines en réseau, donc le fait d'avoir des insectes, des araignées, du fil d'araignée, ça me semblait assez naturel, justement pour représenter le fait qu'elles sont toujours liées entre elles. C'était ça qui était essentiel, que ce soit pas que même si on croit qu'elles sont isolées, elles sont toujours connectées. De toute façon, c'est aussi quelque chose que je tenais à montrer, c'est-à-dire que les IA, on les a toutes, on a dans nos téléphones, parfois sur nos montres, elles sont dans les caméras, dans les métros, elles sont partout autour de nous, elles sont toutes connectées entre elles. Et même quand vous naviguez sur Internet, vous allez sur un site, vous avez des pubs qui apparaissent parce que sur un autre site, vous avez un cookie, donc vous avez des pubs. Et donc vous voyez bien que même quand vous vous baladez, vous êtes toujours suivi par un réseau en fait. C'est ça que je voulais mettre en scène, ce réseau qui vous suit en fait en permanence. Et je me disais que comme les IA en totalité nous suivent dans un réseau, je pense que d'une certaine manière, elles nous comprennent mieux que nous-mêmes à travers ça. Et c'est une corporalité assez étrange, parce que bon, c'est évidemment à l'inverse de leur statut réel, hein, immatériel, mais c'est aussi une corporalité un peu évanescente, hein, fantomatique, oui, justement. C'est ça. Et en plus, j'insiste avec le fait que leurs noms sont très variés, des fois c'est des acronymes, des fois c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de lien entre leurs noms, ce qu'elles sont sur le réseau, leur importance, ce genre de choses. Alors on va passer à la partie, ou aux parties du roman, qui laisse la parole cette fois aux IA. Hein, donc dans ces modélisations, donc ce sont des intermèdes où les IA vont faire des simulations de destin humain, de personnages défavorisés, dont elles vont imaginer des scénarios alternatifs dans le sens d'une amélioration de leurs conditions de vie. Elles vont essayer finalement d'intercéder en leur faveur, on pourrait dire, hein, d'améliorer leur sort, en imaginant différentes manières d'intervention dans leur destinée. Et donc on voit ici, on ne va peut-être pas lire, mais on voit ici comment ça se présente. Hein. Donc c'est une toute autre démarche narrative. Hein, où vous avez ces IA et 234 autres qui sont regroupés et qui vont ensuite se différencier de manière très souple pour, à la fin de chaque intermède, se polariser de nouveau, mais de manière différente. En gros, deux options qui vont faire évoluer leur nombre. Elles vont se regrouper d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui frappe aussi à la lecture de ces options qu'elles imaginent pour les destinées humaines, c'est qu'elles ne sont pas manichéennes. Elles oscillent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options possibles, parce qu'en fait, la question, elle se pose comme question, comment créer plus de justice chez les hommes? Ça, c'est leur grande chose. Et il n'y a pas une seule définition de la justice. Et donc, elles oscillent en savoir comment répartir, comment agir, qu'est-ce qu'une situation plus juste, mais pour qui, dans quel... Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la question d'asservir les humains, mais il y a aussi plusieurs manières de les aider. Et donc, ça crée des tensions. Et aussi, en fait, je crée une sorte d'agora, vraiment une vraie assemblée où elles discutent. Ces simulations, ce sont les endroits où elles discutent. Elles ne discutent pas en échangeant. C'est pas comme un parlement humain. Mais justement, elles discutent et des fois, elles arrivent à se convaincre entre elles en choisissant différentes options. Donc c'était ça pour obtenir finalement, au bout d'un certain temps, une sorte de consensus, en fait. Elles cherchent le consensus, mais ils ont l'itération, c'est-à-dire le nombre de fois qu'elles font la simulation. Là, on en est à 2456, et ça monte, les chiffres montent. Et donc, au bout d'un moment, elles vont obtenir une sorte de consensus. Et donc, ce que ça fait... Et c'est l'idée, c'est qu'à partir du moment où elles obtiennent un consensus, elles peuvent se dire, je peux vraiment intervenir à ce moment-là, réellement, dans le monde réel, parce que là, c'est dans un espace particulier qui n'est pas le monde réel, où elles peuvent réfléchir, mais elles n'interviennent pas. Tandis qu'elles se disent que si j'atteins le consensus, si vraiment j'ai fait toutes les options et que je me mets d'accord, à ce moment-là, je peux agir dans le monde réel, dans le monde des humains.
Et les humains, eux, sont beaucoup plus polarisés. Ils sont plus stables dans leur regroupement, puisqu'il va y avoir un conflit entre deux instances, on pourrait dire, humaines. Tandis que les IA, elles sont plus souples. Bon, les deux options, c'est en raison du langage binaire. Oui, et puis aussi, même plus technique, c'est-à-dire que pour la question de cette idée de justice, je me suis basé sur la philosophie politique de John Rawls, théorie de la justice. Et donc, il y a son contrepoint, enfin un de ceux qui a le plus critiqué, c'est Amartya Sen, un économiste. Donc, j'avais deux options que je pouvais utiliser, en fait. Mais ce que je trouvais formidable, c'est qu'à la fin, donc on a une option, c'est John Rawls, l'option 2, c'est Amartya Sen, mais en fait, le résultat final, ça sera autre chose, qui n'est ni l'un ni l'autre. Et j'étais assez surpris en tant qu'écrivain qu'elles obtiennent quelque chose que je n'arrive pas forcément à définir. Et ça, en tant qu'écrivain, c'est très intéressant. Je veux dire, j'ai obtenu un résultat, mais je ne peux pas dire exactement, je ne peux pas le définir en termes de sciences politiques, de sciences économiques. Non, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture. C'est la création pure d'écriture qui m'amène à quelque chose d'autre. Et j'essaye pas de tout mettre à plat, je dis ça, c'est aux lecteurs s'ils veulent déployer les idées et en faire quelque chose, c'est à eux, c'est pas à moi de le faire. Alors, il faut rappeler qu'Olivier Paquet a obtenu une thèse de sciences politiques à Sciences Po Grenoble en 1994 à propos de la démocratie tchécoslovaque. Voilà, dans l'entre-deux-guerres. Alors, peut-être que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ces deux je vais être assez simple. C'est-à-dire que chez John Rawls, c'est l'idée pour plutôt l'opposition. C'est-à-dire John Rawls postule qu'il y a une conception transcendante, c'est-à-dire qu'il y a une seule conception de la justice qui peut s'imposer à tous, alors qu'Amartya Sen dit que non, il n'y a pas une seule position et qu'en fait, l'idée c'est que la justice, c'est que chacun, individuellement, concrètement, puisse être capable d'atteindre son objectif. La justice, c'est ça pour lui, c'est que la société se mette en position de permettre à chacun d'atteindre son objectif. Le principe de capacité, tandis que voilà, il y a un aspect comme ça de transcendant qui est très, très général, avec quelque chose de beaucoup plus de l'aspect concret chez Amartya Sen. Bon, voilà, vraiment, je ne vais pas faire un cours parce que la théorie de la justice, c'est extrêmement complexe. C'est l'une des dernières grandes théories philosophiques de sciences politiques et c'est extrêmement vaste. Donc, je ne vais pas en 30 secondes vous déployer toute la... Mais donc, dans votre travail d'écriture, finalement, il y a une certaine autonomie de vos personnages et de leurs interactions, puisque vous disiez qu'elles trouvent leur propre solution au-delà de ce débat, on pourrait dire. Oui, en fait, quand j'écris, c'est un peu comme faire de la recherche, c'est-à-dire on a une préhypothèse, et puis on est dans le texte, donc le texte, il a sa propre logique, et donc il faut suivre la logique du texte plutôt que de suivre la logique de l'idée qu'on avait au départ. Pour moi, ça serait ça une manière non éthique d'écrire, c'est j'ai une idée au départ et je veux que le texte rentre dans mon idée. Non, c'est le texte qui crée des choses. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand le texte atteint quelque chose que moi, j'arrive pas vraiment à déterminer. Ça veut dire qu'il y a une vérité encore plus grande que ce que... Donc, pour moi, ça veut dire que la création crée l'acte d'écrire crée vraiment quelque chose. Il a son cheminement propre à partir des données de départ. Ouais. Alors, on va peut-être passer à Composite, qui, cette fois, alors, permet aux IA véritablement d'intervenir et de parler avec les humains. Oui, mais elle parle à travers des tweets, les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est pas un dialogue direct, mais c'est des messages de même qu'actuellement, on a beaucoup de messages Twitter qui sont créés par ce qu'on appelle des bots, par des machines, des IA qui créent pour servir des intérêts politiques ou économiques ou tout ce que l'on veut. Donc c'était exploiter ça. Donc c'est pour ça qu'elles interviennent, mais uniquement à travers les réseaux sociaux. Là, les réseaux sont toujours là, mais ils étaient absents, les machines fantômes n'étaient pas présents, tandis que là, les réseaux sociaux sont beaucoup plus présents dans Composite. Et stylistiquement, on voit apparaître des dialogues, justement, sur les réseaux sociaux, ou des échanges multiples. Et on a l'impression que ces IA servent un peu d'agents provocateurs et qu'elles créent elles-mêmes des prompts pour faire réagir les humains. De certaine manière, oui, de certaine manière, oui. C'est-à-dire que, oui, tout à fait.
Mais c'est aussi, justement, c'est le principe des bots, c'est de susciter une réaction, parce que les réseaux sociaux appellent la réaction. C'est-à-dire le principe des réseaux sociaux, c'est l'engagement. C'est-à-dire que du coup, on crée un tweet. Si vous faites un message qui soit posé, nuancé, sérieux, bien construit, vous aurez en général assez peu de réactions. Mais si vous faites un tweet, un message très radical, vous allez engager avec des gens qui vont dire c'est génial, des gens vont dire c'est une honte. Et donc c'est ça l'économie des réseaux sociaux. Et quand je dis l'économie, c'est vraiment au sens financier. Hein, c'est que vous soyez de plus en plus engagé dans un réseau social et de plus en plus engagé à être presque radical. Donc c'est ça la chose. Donc les IA sont capables de ça parce que c'est la logique justement des réseaux sociaux. Alors vous imaginez des IA qui ne vont pas chercher à polariser encore davantage des opinions qui glissent déjà vers les extrêmes. Hein. Là, on voit bien le réalisme politique de votre fiction. Mais au contraire, elles cherchent à rapprocher ces parties clivées de la population. Hein. Elles cherchent une sorte de consensus, comme vous le disiez. Mais c'est pas évident parce que justement, la société est extrêmement polarisée. Et c'est justement parce que on est enfermé d'une certaine manière dans des choses, dans du passé, et donc en sortir c'est très compliqué. Alors que les machines étant extérieures, c'est différent pour elles. Elles n'ont pas les mêmes poids que nous en fait. Et donc vous pensez qu'elles pourraient intercéder en quelque sorte Moi, ce que je pense dans le fait qu'elles peuvent en fait nous amener à reconsidérer les choses, puisque comme elles ne sont pas engoncées dans nos propres schémas de pensée. Puisqu'elles n'en savent rien en fait, elles ont juste les données. Donc se dire que peut-être, comme elles ont une logique différente, ça peut nous amener aussi à imaginer d'autres idées et à reconsidérer, à changer aussi notre manière de penser. Donc c'est une sorte d'agent pour nous amener à repenser nos habitudes. Alors vous parliez d'une agora à laquelle pourraient se prêter les IA qui cherchent en fait à réparer les pathologies politiques de nos démocraties. Et je propose de lire un extrait de la fin de votre roman. Des liens s'étaient noués entre des inconnus, fiers de leurs privilèges, persuadés qu'on ne pouvait les comprendre. Cet orgueil, cet imbécile égocentrisme s'était dissous à la faveur des machines. Désormais, les connexions se renforceraient. Les échanges allaient s'intensifier et se densifier, puisqu'il était possible d'apprendre de l'autre, de supporter le paradoxe, le conflit, la nuance. Pour les algorithmes dépassés par la somme des malheurs humains, il y en aurait d'autres capables d'apporter des merveilles, des exploits, de la beauté. Pour les IA enfermés dans leur paradis figé, il y en aurait d'autres capables d'ouvrir des brèches, des ruptures, du mouvement. Et dans ces équilibres et déséquilibres, personne ne serait vainqueur, personne ne serait défait, pas de soumis, pas de domino. Enfin exister, se confronter à la richesse du réel, mieux armé qu'à pardonner, plus solide, car ne refusant pas ses faiblesses. Impur, mais comme c'était bon de fuir la pureté. Ce qui se construisait dans cet espace de machine n'était pas un dieu, pas un humain. Il lui manquerait toujours une âme et toujours un corps. En tout cas, les humains alimenteraient les IA de leurs souvenirs, inconscients de l'échange, du bien précieux qu'ils livraient, autant de la liberté qu'elles accordaient. De nouvelles chances, oui. Alors, pas un dieu, pas un humain. On a quand même l'impression qu'elles ont un peu une fonction d'ange, avec une certaine autonomie, de nouveau, puisque finalement elles interviennent de leur propre chef, évidemment à partir de la création de leur logiciel. C'est toujours la même chose, puisque les humains ne prennent pas en charge la question. C'était pourquoi pas laisser faire les machines, puisque les humains n'y arrivent pas. Donc c'est ça un peu le constat paradoxal, c'est-à-dire qu'on voit bien que les humains n'y arrivent pas. Je viens de France, donc bon, vous voyez que quand on est français, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, comme les humains n'y arrivent pas, finalement, on se dit les machines ne peuvent pas faire pire, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a une dimension utopique dans cette rêverie Les deux, les machines fantômes ou les composites, c'est justement
avant l'utopie, en fait. C'est juste le moment où on bascule de l'autre côté, d'une certaine manière. Oui, c'était le schéma, c'est ça. Je ne décris pas ce qui se passe après, mais c'est comment on peut basculer grâce aux machines à ce moment-là. C'est une attente de l'agora, le concept d'agora qu'on avait aussi par rapport à l'Internet dans les années 90. Alors qu'est-ce qui change maintenant ou qu'est-ce qu'on aurait raté? D'une part, c'est le fait de prendre, le fait que les machines, elles réfléchissent beaucoup plus vite et donc, d'une certaine manière, elles peuvent prendre le temps de réfléchir. C'est-à-dire que c'est un petit paradoxe, c'est-à-dire que on est dans des moments où pour vous dire, donc j'ai fait en termes d'histoire politique, la Troisième République, c'était une assemblée où on pouvait prendre 10 ans pour faire une loi. Parce qu'on se disait, comme la loi était l'expression de la volonté du peuple, de la volonté de l'Assemblée, il fallait atteindre une sorte de consensus, que tout le monde soit d'accord. Or, maintenant, on ne va plus attendre 10 ans pour obtenir une loi. Donc, il faut agir vite. Donc, on est dans cette accélération qui est renforcée justement aussi par les réseaux sociaux, etc. Or, les IA, d'une certaine manière, comme elles peuvent penser beaucoup plus vite que nous, elles peuvent réfléchir à beaucoup plus de choses en un temps réduit. Donc ça permet de réduire le temps, mais d'avoir le temps de réfléchir. Et c'est ça qui nous manque, c'est ce temps pour réfléchir. Alors passons à présent à votre travail actuel de création. Cette fois, il s'agit non plus seulement d'écrire sur l'IA. On voyait bien que vous vous inspiriez déjà de la structure en réseau de l'IA dans votre construction, dans votre poétique, mais il s'agit vraiment d'écrire littéralement avec l'IA. Alors, c'est dans mon prochain projet Planésémental, pour faire assez court. En fait, j'ai donc des personnages, des protagonistes qui interagissent, qui discutent avec des personnages que je fais parler et qui sont des intelligences artificielles. Parce que justement, donc Composite est sorti en 2022 et en 2023 est apparu Midjourney et ChatGPT. Donc, les modèles de langue, les LLM, ont été accessibles au grand public. Et on s'aperçoit, si on l'utilise bien, qu'en fait, ces machines, elles ont leur propre style. Elles ont une certaine manière de s'exprimer. Donc je me dis, maintenant, je sais comment parlent les machines. Et donc, je peux l'utiliser. Je peux de nouveau avoir une interaction entre un protagoniste humain, en l'occurrence moi, auteur, et un protagoniste machine, une IA. Et dans une situation de dialogue. C'est-à-dire que je n'utilise pas les IA pour me faire des descriptions. Je montrerai après ce que ça donne, les IA qui font des descriptions. Mais donc dans des dialogues, et ça crée des choses vraiment intéressantes. Là, justement, je discutais avant, je viens de faire une séance où j'utilisais l'IA. Et donc j'avais un personnage qui décrit une bataille spatiale et qui dit ah oui, puis il y a les vaisseaux de Madame Dermont, donc D''H-E-R-M-O-N-T, qui ont fait quelque chose. Donc le personnage incarné par une IA dit ah oui, Madame Dermont, cette créole, pourquoi cette créole? Je n'en sais strictement rien. Pourquoi ça m'a créé ça? Je n'en sais rien. Et donc je garde. Parce que l'intérêt, donc j'ai ces passages qui sont générés, donc j'utilise l'IA qui s'appelle Claude Sonnet. Donc j'utilise ces passages-là, et donc, alors souvent Claude va me faire 15 lignes, mais sur les 15 lignes, j'en prends 2 ou 3 qui me semblent pertinentes, et je ne les change pas. Parce que tout l'intérêt, c'est qu'elles ne soient jamais modifiées. Quand je ferai le retravail du texte, et les modèles évoluant, quand moi je retravaille le texte, je retravaille mes parties, je vais changer l'ordre des mots, changer les phrases, les mots eux-mêmes, les synonymes, etc. Tandis que là, pour retravailler ce que font les IA, en fait, je vais reprompter. Parce que ça va me donner une autre itération, mais peut-être meilleure, ou si c'est moins bon, je vais garder l'ancienne. C'est comme ça que je vais faire le retravail, réécriture, en fait. Mais ça oblige moi à savoir ce que je veux, et c'est ce genre de choses. Donc c'est assez amusant de voir ce que les IA créent de surprenant, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça en fait. Là, vous vouliez justement nous montrer vos expériences. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'appelle le four à micro-ondes de Marcel Proust, donc j'ai fait, pour tester, simuler, donc le prompt est assez simple, c'est tu es Marcel Proust, tu vas me décrire un micro-ondes. Et donc, je regarde ce que ça donne. Pourquoi le micro-ondes? Parce que donc j'utilise en fait des auteurs anciens
qui savent pas ce qu'est un micro-ondes. Donc je sais que c'est vraiment l'intervention de l'IA. Parce que si je demande à Claude de me décrire une madeleine façon Marcel Proust, bon, ça ne donne pas grand-chose. En fait, ça n'a pas de sens. Donc là, je sais vraiment. Et donc, ce que je veux donc voilà, il y a plusieurs choses. Déjà, les phrases sont un peu plus longues, mais elles ne sont pas extrêmement longues. Donc, bon, parce qu'on se dit, Marcel Proust, c'est des phrases longues. Il y a une chose qu'il faut remarquer. Dans ce passage, il n'y a aucun point-virgule. Si vous ouvrez la recherche du temps perdu n'importe où, vous allez trouver des points-virgules. Donc, il y a un truc, et vous trouvez des tirets qui sont assez rares chez Proust. Donc, rien qu'à la ponctuation, il y a des choses bizarres. Vous voyez que, par exemple, Claude utilise Combray. Oui, parce que chez Proust, le fait d'ancrer dans un nom de pays, c'est très important. Donc, oui, ça, c'est important. Mais en même temps, si vous regardez généralement, vous voyez qu'il utilise les souvenirs, enfin, vous voyez la temporalité, etc. Mais en même temps, ce que j'appelle, on a un fantôme de style. C'est-à-dire que ça, on se dit, quand on connaît Proust, il y a quelque chose, mais on sait aussi très bien que ce n'est pas du Proust. Pourquoi c'est important? C'est parce que souvent, une des critiques, on va dire, ah oui, mais les IA, c'est fait juste du copier-coller. Ben voilà une réponse. C'est-à-dire que si c'était vraiment du copier-coller, on aurait des points-virgules. On aurait des phases plus longues. Ce n'est pas le cas. Donc c'est autre chose. Alors quoi exactement? C'est très compliqué, mais c'est autre chose. Donc on peut suivre un autre, le suivant, où là je l'ai fait avec Céline. Alors là, on a toutes les marques de Céline, c'est-à-dire les ponctuations avec les petits points, les bip-bip, tout ce genre de choses. Mais c'est tellement trivialisé, c'est tellement exagéré que ça en devient quasiment illisible en fait. Parce que c'est trop exagéré pour que ce soit vraiment du Céline. Mais on reconnaît. Et puis l'autre chose que j'ai fait, j'ai essayé de mélanger les deux. Et donc, vous avez le même texte où on a à la fois du Proust et du Céline. Et donc, on voit des choses qui apparaissent. Et on voit des choses. Et en tant qu'humain, faire ça, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire pasticher. Et Marcel Proust est connu pour avoir fait beaucoup de pastiches. Ça demande une grande connaissance de l'auteur et c'est faisable. Mais mélanger des genres totalement. Et aussi une chose, ça me permet d'attirer quelque chose, c'est que là, je l'ai fait avec Claude Sonnet. Si vous le faites avec ChatGPT, ce genre de choses, il va faire un paragraphe avec Proust et un paragraphe avec Céline. Mais mélanger les deux, il n'y arrive plus. Alors que les versions antérieures le faisaient. Donc parfois, les évolutions suivantes d'un modèle de langue, parfois on perd des choses. Mais Claude, en termes littéraires, est le plus agréable à utiliser. Vraiment, on trouve des choses. Et donc j'ai essayé, donc Marcel Proust et Céline, ça marche très bien parce que ce sont des styles où on a vraiment un style. Donc on a des marques. J'ai essayé la même chose avec des auteurs comme Flaubert, Anatole France, Gide, Camus, dans tout ce type d'auteurs qui sont qualifiés, alors parfois pour le cas de Gide, ce qu'on appelle le style NRF, etc. C'est-à-dire des auteurs qui n'ont pas un style. La phrase, c'était Flaubert, il n'a pas un style, il a du style. Donc c'est ce qu'on appelle le style moderne classique français. Et si on fait ça, il va produire un texte. Mais si je ne dis pas, là, comme si Marcel Proust, si je dis pas que c'est Flaubert, vous ne trouverez pas. C'est impossible d'identifier. On a des textes différents, mais il faudrait un pur expert, donc ça ne marche pas très bien, ce genre de choses. Et le dernier, quand même, alors j'ai fait aussi avec Marguerite Duras. Et c'est intéressant, parce que Marguerite Duras, c'est particulier, son style, elle voulait faire de l'écriture courante, voire de l'écriture blanche. Or, on voit que c'est assez reconnaissable. Il y a des choses, donc j'ai mis en souligné le on ouvre, c'est cela, les formes impersonnelles, le on, les mots. On a des marques du style de Duras qui apparaissent. Ce n'est pas du Duras, mais on a des marques. Et même, c'est assez amusant de quelqu'un qui se défiait justement du style reconnaissable, qui voulait une écriture courante. C'est celle qui, avec les modèles de langue, définit quelque chose de plus précis. Et une chose, en fait, qu'est-ce qui manque d'une certaine manière, que ce soit sur tous les auteurs, c'est ce que je dirais la vocalisation. C'est-à-dire que quand vous lisez du Proust, vous entendez Proust. Quand vous lisez Céline, vous entendez Duras, on l'entend, parce qu'il y a une espèce de vocalisation. Et les modèles de langue ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer l'ordre des mots pour créer du rythme. Parce que ce n'est pas dans leur concept. Alors,
pourquoi ça? Je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas cet aspect de vocalisation? Parce que si c'est juste des effets statistiques, on pourrait les avoir. Pour moi, il y a deux choses. D'une part, parce que le rythme, c'est l'oreille, c'est l'audition. Or, les modèles de langue sont basés sur, en fait, finalement, les textes et la mathématisation, la transformation en mathématiques de mots, pour faire très très simple. Bon, mais donc, il n'y a pas de notion d'oreille, d'audition. Mais il y a autre chose qui me semble beaucoup plus important, c'est que Claude, ChatGPT, beaucoup de modèles sont entraînés essentiellement sur des œuvres anglo-saxonnes, à 95%. Or, dans l'écriture anglo-saxonne et même états-unienne, la question du rythme et de la sonorité n'est pas du tout la même que dans le monde francophone. Donc, effectivement, comme la masse d'œuvres états-uniennes est beaucoup plus importante, donc c'est ça qui emporte, c'est cette façon d'écrire qui est importante. C'est pour ça qu'une des choses qui me semble très importante, c'est d'avoir des modèles de langue qui respectent finalement le substrat, c'est-à-dire francophone par exemple, ou même européen, parce que les Anglais ont aussi, se sont inspirés des Français aussi, Virginia Woolf, etc., se sont inspirés de ça pour avoir une langue aussi un peu rythmée, ça se sent des fois. Donc pour garder cette question de vocalisation qui est impropre de l'écriture française ou francophone. Et donc c'est important d'avoir des modèles de langue qui sont entraînés sur une écriture française pour ne pas être justement prisonnier de ce monde états-unien qui a une autre manière d'écrire. Et de la même manière, je pense que ça pourrait être la même chose pour la Chine, le Japon. Ils ne peuvent pas utiliser les modèles de langue entraînés sur des textes états-uniens. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes façons. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi le fait, ça montre, enfin c'est une des hypothèses, parce que je sais pas, que l'importance en fait et le danger en fait d'avoir des modèles de langue qui sont essentiellement états-uniens. Voilà, donc nous avons accompli tout un parcours de votre première œuvre à votre travail actuel. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Olivier Paquet? Oui? Alors, très bonne question. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, justement, j'ai fait le parcours d'enlever le langage à mes machines dans mes textes précédents. Donc, j'avais un intérêt sur cette question-là. Deuxième, donc, ça veut dire que quand je rajoute les IA, c'est parce que je sais, en fait, même je dirais pour un écrivain de science-fiction qui veut traiter de manière réaliste l'interaction avec des machines, avec des IA, on est obligé d'utiliser ChatGPT. Ça n'a pas de sens, en fait, maintenant, en tant qu'écrivain de science-fiction, de mettre en scène une IA qui parlerait, qui s'exprimerait, je parle de manière réaliste, en utilisant mes propres mots. Ça serait du mensonge, d'une certaine manière. Bon. La deuxième chose, c'est que, justement, j'ai un travail de sélection. J'utilise dans les dialogues et pas dans la narration, dans la description. Ça pourrait être faisable, mais il faut justement préparer. C'est-à-dire que ça demande de savoir pourquoi on l'utilise. Pour moi, ce n'est pas un raccourci. Il y a eu l'autrice japonaise Rie Kudan qui, l'année dernière, a obtenu donc, le prix Akutagawa au Japon, qui est le prix le plus prestigieux, qui est l'équivalent du Goncourt. Et elle a avoué qu'elle a utilisé ChatGPT dans son texte. À la fois, il y a des moments où, justement, en fait, elle interagit avec une IA, et donc c'est marqué ça, et elle l'a utilisé aussi pour la structure, pour échanger des idées. Donc elle l'a utilisé comme ça. Donc ça, c'est l'autrice, le jury japonais a dit en donnant le prix de ce texte, il trouvait le texte si parfait qu'il ne savait pas quoi lui reprocher. Donc voilà. Et elle n'avait pas dit à l'époque qu'elle avait utilisé l'IA, elle l'a dit après. Et d'autre part, dans le cadre de Plainte des Immortels, à la fin,
j'ai l'intention de faire une postface où je vais décrire ma méthodologie pour expliquer justement ce que j'ai fait, pourquoi, de voir ce que ça a apporté. Et justement, je disais, par exemple, il y a des choses inédites qui sont apparues. Là, j'ai fait toute une séquence avec un problème moral qui était porté par le personnage incarné par une machine. Et donc, ça me crée des réactions surprenantes pour moi. Enfin, c'est dans cet aspect de balancier. Et d'ailleurs, il y a une autrice française qui s'appelle Mylène Tournier qui a écrit un roman, enfin un texte qui s'appelle 24 ou 27 fois la muraille de Chine, où ce n'est que ces discussions avec ChatGPT. Et pour le donner à la première, c'est qu'elle dit « Décris-moi la muraille de Chine de manière assez courte, donc en 5 lignes. » Puis elle me dit « Encore moins, en une phrase, en moins de mots possible. » Et qu'est-ce que ça fait comme résultat? Et donc, elle interroge à la fois, elle va essayer d'aller au maximum des difficultés, etc. À un moment, elle demande donne un nom à toutes les briques qui composent la muraille de Chine. Est-ce que tu en es capable? Oh bah oui, mais ça va être un peu long. Ah bah donc quelques-unes. Et donc elle lui dit, donc l'IA va lui donner quelques noms pour des briques qui composent la muraille de Chine. Donc on a des aspects assez poétiques et justement d'interroger la langue, d'interroger. Donc je crois que ce qui est très intéressant avec les IA, si on vraiment les utilisait de manière artistique, c'est de se dire que ces LLM. Moi, j'aime bien cette expression qu'utilise un artiste qui s'appelle Grégory Chatonsky, qui s'appelle l'état latent de la langue. Pourquoi ça? C'est-à-dire que, donc, en gros, les textes, c'est gigantesque que les IA sont entraînés sur tellement de textes que pour lire tout ce que, c'était pour le ChatGPT 3, pour lire un humain, pour lire tout ce que ChatGPT a comme données d'entraînement, il faudrait 170 000 ans, à raison de 8 heures par jour. Bon. Donc, il y a des choses extraordinaires que moi, j'ai pas. Moi, par exemple, en tant qu'humain, imaginons que j'ai lu 100 livres par an. Ce qui est démentiel déjà. Hein. Aucun humain lit vraiment 100 livres par an. Mais posons ça. Donc, j'ai plus de 50 ans. Mettons, j'ai 40 ans de lecture. J'ai lu 4000 livres. Par rapport à ChatGPT, c'est ridicule. Bon. Mais, il y a que... Donc, et les processus... Mais... Les livres que j'ai lus, c'est des livres que j'ai choisis. C'est-à-dire j'ai commencé à lire des choses, il y a des choses qui m'ont plu, par exemple la science-fiction. Donc j'ai renforcé la lecture de livres de science-fiction. Il y a des choses que j'ai moins aimées, donc je n'ai pas lu. Il y a des choses que j'ai écartées. Donc j'ai mon goût qui s'est constitué de tout ça et qui constitue ce que j'appelle ma bibliothèque mentale, les mots que j'utilise. Là, par exemple, quand j'ai écrit Lost Céleste, j'étais en train de lire, pas de relire pour une fois, je vais être très honnête, de lire La recherche du temps perdu. Et je me suis aperçu que dans certains paragraphes, à partir du moment où j'avais fini de lire le 3e, mes phrases s'étaient allongées. Donc, je veux dire, même inconsciemment, en tant qu'écrivain humain, je suis le résultat, la production de tout ce que j'ai lu, que j'en sois conscient ou non. Mais c'est limité à tout ce que j'ai lu. Et donc, quand j'utilise une IA, je vais avoir accès aussi à tout ce que je n'ai pas lu. Donc je peux faire appel à ça. Mais ça oblige, et ça dans le travail que je fais, à être très attentif aux mécanismes les plus fins de la langue. Parce que qu'est-ce que cela veut dire, voilà, un groupe nominal, comment il s'insère, etc. Je suis obligé de m'intéresser vraiment aux mécanismes les plus fins pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève. Donc le problème souvent, c'est si on n'a pas un intérêt précis à la langue, et qu'on utilise ChatGPT, le résultat sera nul. Parce que vous allez uniquement avoir des choses communes, des clichés, etc. Pour obtenir quelque chose d'artistique avec les IA, il faut justement les manipuler, les modifier, il faut avoir une vraie intention artistique. Et donc ça devient une vraie démarche. Et donc c'est ça que aussi. Et l'autre, par exemple, contrainte, par exemple, des modèles comme ChatGPT, Claude, c'est qu'on sait qu'ils sont censurés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Donc, quelque chose qui serait bien, c'est par exemple d'avoir des modèles non censurés, parce que pour un écrivain, c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai des censures et des choses qu'on peut dire et ne pas dire, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute la table qui nous dit, donc on ne sait pas parfois le résultat. Est-ce que ce n'est pas aussi le résultat du biais qui a été induit? Par exemple, on sait que si vous avez des choses sexuelles, de la violence, ChatGPT ne va pas vous le mettre.
Mais quand vous êtes écrivain, utiliser des questions de violence, de sexe, on peut. Et donc les modèles d'IA vous en empêchent. Donc on est gêné par ces biais-là. Donc le problème, c'est d'avoir des outils adaptés pour un écrivain. Donc ça veut dire avoir des modèles non censurés qu'on peut mettre sur son propre ordinateur, qu'on peut faire tourner. Voilà. Il y a tout un ensemble de choses pour faire de ces IA quelque chose qui serait par exemple pour de la prose, pour de la description par exemple. Mais pour les dialogues, on peut plus, c'est faisable. Mais il faut faire attention quand même. Alors, est-ce qu'il y aurait encore une question? Oui. Oui, alors Mistral, donc, qui est les LLM francophones, pour faire simple. On voit des différences. Alors, je l'ai vu par exemple quand pour un autre projet, j'ai dû l'utiliser pour faire des lettres, des mails, etc. Et on voit bien que quand on utilise ChatGPT pour utiliser des mails, il le fait à l'anglo-saxonne. Mistral le fait à l'européenne ou à la française ou à la francophone. Donc il y a différence. Après, comme il est un peu moins littéraire que Claude, pour mon propre intérêt, j'ai pas trouvé une différence qui justifie voilà, pas encore. Mais pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. J'ai regardé des modèles, par exemple, qui étaient entraînés à 90% sur des données françaises, mais en fait, le corpus est assez faible. Donc, on n'a pas un résultat linguistique qui est à la hauteur de modèles qui sont entraînés à beaucoup plus de données. C'est-à-dire que c'est le problème. C'est-à-dire que ces modèles sont performants parce qu'ils sont entraînés sur énormément de données. La taille, c'est ça qui donne la qualité du résultat et pas la qualité d'échantillon. Si un jour on a des méthodes où la qualité de l'échantillon donne de meilleurs résultats, à ce moment-là, on pourra avoir des choses. Mais effectivement, juste si vous voulez par exemple, écrire des courriers, des choses très techniques, Mistral vous mettra dans un environnement beaucoup plus francophone que ChatGPT ou Claude. Ça, je peux le certifier. Une dernière question? Là, j'entends rien. Là, j'entends pas. En fait, il faut parler plus fort. Oui. Alors dans le cas effectivement, je fais non. Enfin, je veux dire, je n'ai pas mis simule-moi un écrivain. Donc j'ai juste une situation. Le prompt, c'est tuer tel personnage, telle situation, et puis donc j'ai mon personnage qui donne qui démarre le dialogue, et donc l'IA répond. Donc j'ai ce qu'elle produit elle-même. Mais il y a un petit twist, c'est-à-dire que dans le roman que j'écris est très influencé par un roman que j'adore, qui est Le Guépard de Lampedusa. Donc j'ai des personnages, donc des fois elle utilise, et parce que moi j'utilise dans mon écriture, c'est-à-dire que j'utilise la structure, etc. Mais c'est normal, puisque je l'utilise moi. Donc c'est normal qu'elle l'utilise pas en tant que style, mais elle va utiliser le mot Parlem, parce que j'utilise le nom, par exemple, Angelica, Concetta, Don Fabrizio, enfin voilà, des noms. Donc si elle n'est pas totalement idiote, elle sait que c'est lié au guépard ou au monde italien, donc elle va réutiliser. Mais c'est de cet ordre-là, mais pas de l'ordre stylistique en fait. Puisque de toute façon, je n'ai lu le Lampedusa qu'à travers la traduction de toute manière. Donc, Alors, merci beaucoup, Olivier Paquet, pour ce passionnant échange. Et merci au public pour son attention. Merci à vous. Oui, bien sûr. Je fais pas long, je suis content.